Orateur inscrit, je donne donc la parole à Monsieur Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le débat d'aujourd'hui est le bienvenu puisqu'il va me permettre de clarifier devant vous plusieurs aspects de la politique que nous menons dans une actualité chargée sur le plan des finances publiques. À la suite des interventions de chacune et chacun d'entre vous, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? D'un côté, le gouvernement mettrait en œuvre une violente politique d'austérité. De l'autre, il laisserait exploser la dette et les dépenses de façon irresponsable. La vérité doit certainement se trouver entre ces postures, loin des caricatures respectives. Car ceux qui nous accusent aujourd'hui de dépenser trop sont les mêmes qui nous demandaient il y a encore quelques mois des dépenses supplémentaires. Et permettez-moi de le rappeler, il y avait une unanimité sur ces bancs pour mettre en œuvre une politique de protection des ménages, des entreprises, des collectivités, face à la crise sanitaire, face aux conséquences de la guerre en Ukraine, face à l'inflation. Mais ce soir, je veux surtout dire que derrière la politique que nous menons, il y a une réalité, un constat et une ambition. La réalité d'abord. 1 600 milliards d'euros. Ce chiffre, c'est le montant de notre dépense publique annuelle, qui représente 57,3% du PIB, première place en Europe. Derrière ce chiffre, c'est l'ensemble de l'action de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale qui prend corps, l'éducation, la défense, la sécurité, la recherche, la protection de nos concitoyens les plus fragiles, le soutien à l'investissement, l'action de nos élus dans les territoires, en somme toutes nos politiques publiques. C'est important d'avoir en tête les ordres de grandeur pour pouvoir ensuite les mettre en perspective. Ensuite, il y a un constat. Le contexte économique international est moins favorable, mais notre croissance reste solide. Nous ne sommes pas le seul pays européen à avoir abaissé notre prévision de croissance en début d'année 2024. En février, l'Allemagne a revu sa croissance pour 2024 à plus 0,2% contre une prévision initialement de 1,3%. Le gouvernement italien tape désormais sur une croissance de 1% cette année contre 1,2% précédemment. Mais malgré cette conjoncture moins favorable, les fondamentaux de notre croissance restent solides. Soutenus par les réformes structurelles, les investissements mis en œuvre depuis 2017 et de façon plus conjoncturelle, par l'accélération de la consommation des ménages, permise par la baisse de l'inflation, elle est désormais de 2,2%. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent par ailleurs que l'acquis de croissance pour 2024 s'élève désormais à 0,5% à la fin du premier trimestre, confortant notre prévision de 1% pour cette année. Et nous sommes pour la 5e année consécutive le pays le plus attractif d'Europe. Enfin, il y a une ambition, celle de ramener notre déficit sous 3%. Depuis 2020, depuis le début des crises successives, la France a été au rendez-vous pour protéger nos compatriotes, chômage partiel, fonds de solidarité, vaccins, bouclier tarifaire. Face à l'inflation, nous avons mis en place des dispositifs indispensables pour protéger le pouvoir d'achat. Ils n'en ont pas moins un coût. Nous sortons de ces crises en ayant préservé notre économie, nos emplois et notre potentiel de croissance. Il faut le dire, sans le quoi qu'il en coûte, la crise nous aurait en réalité coûté beaucoup plus cher. Nous devons maintenant retrouver le chemin de la réduction du déficit qui doit s'établir sous les 3% en 2027, comme nous l'avons fait en 2018 et 2019. Non pas parce que ce chiffre est un totem, mais parce que c'est la cible qui nous permet de stabiliser la dette. Pour tenir cet engagement, notre stratégie repose sur des efforts ciblés qui n'ont rien à voir avec l'austérité. S'agissant des dépenses de l'État, nous avons annulé 10 milliards d'euros de crédits pour l'année 2024. Je reconnais que c'est un effort dans lequel tous les ministères se sont engagés. Je reconnais également que c'est une décision inédite dans l'histoire budgétaire qui témoigne effectivement de notre détermination et notre capacité à prendre des décisions difficiles. Mais je rappelle que ces annulations, contrairement à ce qui a pu être dit ce soir, ont été faites dans un cadre complètement conforme à la loi organique relative aux lois de finances et que nous avons assumé et précisé devant la représentation nationale à plusieurs reprises sans jamais nous dérober. Je rappelle aussi que ces 10 milliards d'euros représentent par rapport à la somme des crédits des ministères, moins de 1,5% des crédits ouverts sur le périmètre de dépenses de l'État. Et surtout, ces annulations sont à mettre en regard
avec les 1600 milliards d'euros de dépenses publiques et surtout de l'augmentation massive des dépenses de l'État depuis 2019. On est donc loin de l'austérité. Pour autant, certains considèrent, que je les ai entendus à cette tribune à l'instant, que maîtriser la dépense publique en ciblant les dépenses de fonctionnement de l'État et des collectivités, de réduire de 1,5% son budget, ce serait sombrer dans l'austérité. Pardon de le dire, mais ceux-là n'ont jamais vu de près une politique austéritaire, avec des licenciements massifs de fonctionnaires, des réductions de traitements et de pensions, des coupes dans toutes les subventions publiques. Voilà la réalité de l'austérité et de ses conséquences. Qu'en est-il réellement? Depuis 2017, le budget de la justice a augmenté de 40%. Les effectifs de magistrats ont été renforcés et continueront à augmenter d'ici la fin de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Depuis 2017, le budget de nos armées a augmenté de plus de 30%. La loi de programmation militaire vise à poursuivre cette dynamique d'ici 2030 dans un contexte géopolitique qui impose à notre pays de pouvoir compter sur des forces armées de plus grande qualité encore. Depuis 2017, le budget du ministère de l'Intérieur a augmenté de plus de 25% et grâce à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, des milliers de policiers et de gendarmes supplémentaires auront été déployés partout sur le territoire au service de la sécurité de nos concitoyens. Au terme de ces 10 ans, nous n'aurons jamais autant investi dans la transition écologique. Rien qu'en 2024, ce sont 40 milliards d'euros de dépenses favorables à l'environnement et c'est historique. C'est le budget le plus vert de notre histoire. Je le répète, on est loin de l'austérité. S'agissant des collectivités territoriales, nous les avons aidées dans la période en augmentant la dotation globale de fonctionnement, en créant un filet inflation pour faire face à l'augmentation notamment du coût de l'énergie, en créant le fonds vert, en élargissant le FCTVA. Alors l'effort qui leur est aujourd'hui demandé ne conduit pas à une baisse de leurs dépenses. Il s'agit juste de maîtriser la progression des dépenses de fonctionnement de 0,5 points en deçà de l'inflation, soit une hausse de 1,9% en 2024. Pour y arriver, il faut se poser la question de l'efficacité de l'action publique, de l'enchevêtrement des responsabilités et de la façon de réduire le coût de notre action publique. On ne maîtrisera pas nos dépenses sans réforme structurelle. Ce sera d'ailleurs le sens des conclusions qui seront bientôt présentées par le questeur Éric Woerth, mais aussi par Boris Ravignon, dont la mission va aussi contribuer à ce constat du coût de notre désorganisation collective. Je continuerai de mener un dialogue constant avec les élus locaux de tous bords et de toutes les régions pour avancer ensemble sur ces réformes dont nous avons collectivement besoin. Concernant les dépenses de sécurité sociale, elles nous ont permis de faire face à la crise sanitaire et de soutenir notre système de santé. En 2023, l'Ondam hospitalier a pour la première fois dépassé les 100 milliards d'euros. Nous poursuivons ces efforts en 2024. Ainsi, l'Ondam hospitalier est en hausse de 26 millions d'euros par rapport à 2027. De même, les dépenses de l'Ondam en faveur du grand âge et du handicap ont augmenté de 11 milliards d'euros depuis 2017 pour atteindre 31 milliards d'euros en 2024. Et en 2024, nous continuerons de porter des réformes structurelles pour plus de travail, plus de croissance, plus de recettes. Ce que je vous décris ici n'a rien à voir avec l'austérité qui fragiliserait la croissance. C'est la poursuite d'une stratégie économique payante qui s'accompagne d'une gestion sérieuse de nos dépenses publiques. Au sujet de cette stratégie économique, je veux ici l'assumer, nous y serons fidèles. Nous y serons fidèles parce qu'elle a permis de créer plus de 2 millions d'emplois, de ramener le chômage à 7,5%. Et encore ce trimestre, l'INSEE vient de publier les chiffres, notre économie a créé plus de 50 000 emplois supplémentaires. Nous y serons fidèles parce qu'elle a permis aussi d'ouvrir plus de 300 usines partout en France. Nous y serons fidèles tout simplement parce qu'elle a fait ses preuves. Et parce que je suis profondément attaché à la bonne gestion de nos finances publiques et que je tiens à vous faire part d'une conviction profonde. Si nous avons la responsabilité en partage et que des efforts doivent être faits tant par l'État que par les collectivités ou les entreprises, il est de notre devoir de veiller à ce que chacun contribue à sa juste part. C'est là que la lutte contre la fraude prend tout son sens. Depuis mon arrivée au gouvernement et dans la continuité de l'action menée par Gabriel Attal, j'ai fait de la lutte contre toutes les fraudes ma priorité. Derrière cette priorité, nous en sommes convaincus, c'est le contrat social qui se joue. Notre bilan est encourageant. Depuis l'annonce du plan fraude en 2023, 14 nouvelles mesures législatives
ont été adoptées, 10 mesures réglementaires prises et 7 sont en cours de mise en œuvre. Pour autant, il est de notre responsabilité de continuer à agir et de poursuivre notre offensive, et je pense notamment à la lutte contre la fraude aux aides publiques. La lutte contre la fraude peut et doit nous rapporter plus. Là où certains d'entre vous nous accusent de mener une politique austéritaire, certains nous font le constat exactement inverse, nous accusant à chaque occasion d'avoir, pendant toutes ces années, trop dépensé. Mais quand on nous accuse d'avoir trop dépensé, que nous reproche-t-on vraiment ? On nous reproche d'avoir protégé les Français avec le chômage partiel. Sans cela, les entreprises auraient licencié, le chômage aurait explosé et notre dette serait plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. On nous reproche d'avoir permis à l'ensemble de la population de se tester, de se faire vacciner gratuitement pendant la crise sanitaire. On nous reproche de ne pas avoir laissé la facture d'électricité des Français exploser lors du choc inflationniste. On nous reproche enfin de ne faire aucun effort sur le fonctionnement de l'État. Nous avons réduit les dépenses de fonctionnement de l'État et des opérateurs en faveur d'un État plus sobre. Ces efforts nous ont déjà conduits à réduire l'an dernier de 150 millions d'euros la facture énergétique de l'État, à céder pour 280 millions d'euros de biens immobiliers, à diviser par 3 les dépenses de conseil en 2 ans. Nous réduisons les dépenses de déplacement et les flottes de véhicules et nous fixons des objectifs ambitieux en matière d'achat de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, les termes du débat de ce soir. Malgré les accusations de tous bords que j'entends depuis bientôt 10 mois que je suis à la tête du ministère des Comptes publics, je reste fidèle à ma détermination de travailler collectivement, avec les parlementaires de la majorité comme de l'opposition, pour bâtir avec méthode un projet de budget pour 2025 qui nous permettra d'être à la hauteur de ce qu'attendent nos concitoyens. D'ici là, je le redis avec force, ni austérité, ni légèreté. Il est de notre responsabilité politique d'atteindre et de préserver l'équilibre des finances publiques au service de notre avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons maintenant aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. On commence avec le groupe de la